Donc, elle commence par le calife Mansour, comme j'ai toujours dit, et elle se termine par Al-Mutawakkil. C'est un peu l'évolution politique. Donc, l'évolution politique de cette époque. Des califes gouvernants, comme ça je l'ai appelé, hein. Califes gouvernants. C'est l'époque qui commence par Mansour, et puis nous avons Mahdi, et puis nous avons Al-Hadi, Rachid, Amin, Ma'moun, Al-Mu'tasim, Al-Watiq, Al-Mutawakkil. Ça, c'est l'âge d'or de l'État abbasside. Ce qu'on appelle l'âge d'or, politiquement, c'est l'âge d'or. Qu'est-ce qu'il y a eu? On a vu par exemple, en marge, l'évolution des écoles juridiques. L'école Hanbalite et Malikite était à leur summum, donc c'était un peu, ils sont devenus des vraies écoles juridiques. L'apparition de l'école Shafi'ite dans savoir, elle est apparue aussi pendant cette période, la troisième école, et l'apparition des transmetteurs de hadith, donc un peu ce qu'on appelle les muhaddithoun, les transmetteurs de hadith aussi qui apparaissent pendant cette époque. Et aussi, on commence à apparaître ce qu'on appelle les écoles de dogme. On a eu les Mu'tazila, comme une école de dogme, qui a fait son temps, et même à une certaine époque, c'était l'état des Mu'tazila. Le Ma'moun, jusqu'à la fin, jusqu'à l'Ouatiq, c'était l'état des Mu'tazila, et c'est Mutawakkil qui a mis fin à la suprématie et à la, comment on dit, l'hégémonie de cette école dogmatique dans l'histoire des musulmans. Ça, on l'a vu. Qu'est-ce qu'on doit voir maintenant dans l'évolution politique? On va voir d'abord le côté politique, la stabilité politique. Qu'est-ce qu'il y a eu comme stabilité politique pendant cette période? Parce que vous allez le lire politiquement, vous devez savoir qu'est-ce qu'il y a eu comme... Est-ce qu'il y a eu une stabilité politique? On peut dire que c'est une stabilité relative. Elle a une stabilité relative, politiquement. Cette stabilité relative, l'État a eu affaire à plusieurs soulèvements. Mais ces soulèvements n'avaient pas le même mécanisme et n'avaient pas les mêmes causes. C'est des soulèvements qu'on peut les classer. Il y a les premiers soulèvements par les fils de Ali, donc les Fatimides ou les Alides, on peut dire, donc c'est les cousins des Abbassides. C'est un problème dont on appelle de légitimité. C'est un problème de légitimité. Donc, comme j'ai parlé, c'était au temps de Mansour, généralement. Ça, c'est au début de l'État. Donc, un clan de la famille des Alides, c'est le clan de Hassanide, qui s'est un peu opposé. Il a vu que les Abbassides sont des usurpateurs. Ils leur ont usurpé leurs droits. Ils leur ont pris leurs droits. Ils ont utilisé leur nom, leurs droits, pour s'accaparer le pouvoir. Il y a le soulèvement dont on a parlé, le soulèvement de Mohammed al-Nafs al-Zakiya, on l'appelle comme ça. C'est le fils d'Abdallah ibn Hassan et son frère Ibrahim. Donc ça, c'est un peu la première. Elle s'est terminée au temps de Mansour par la défaite de ce clan-là. Et en même temps, l'évolution, dont on a appelé de l'autre branche, la branche hussainide, vers ce qu'on a appelé dans le monde musulman la imama, ou bien le clan chiisme, la naissance donc du dogme chiite. Le dogme chiite n'avait pas de naissance jusqu'à l'arrivée de Baqir et de son fils Sadaq, qui a donc un peu été en même temps que Mansour. Et c'est Sadaq qui a mis, soi-disant, les plans de cette nouvelle vision de l'islam qu'on appelle l'islam chiite actuellement. C'était, on l'a vu, l'évolution de l'imam jusqu'à Ja'far al-Sadiq, l'imama, et on va voir après Ja'far al-Sadiq qu'est-ce qui s'est passé jusqu'au 12e imam, dont on appelle l'imam caché. On va le voir après aussi, c'était aussi pendant cette période. Donc cette évolution.
Ça, c'était les premiers soulèvements contre l'État qui ont été matés avec la force de Mansour. On va voir aussi d'autres soulèvements, des Hachimites, on les appelle des Alides, mais c'était plus ce n'était pas des soulèvements calculés. C'était des jeunes qui habitaient généralement la Mecque ou le Yémen. Je peux même dire à la limite un peu de l'adolescence politique, 20 ans, 21 ans, qui se dit par exemple Abdullah ibn al-Hassan, ibn Ali, ibn Omar, ibn Ali ibn Abi Talib. Donc, il est inconnu, hein. Il n'est pas parmi soi-disant les branches qui étaient connues. Hassanide et Hassanide, c'est un de leurs arrière petit-fils qui a émergé dans une région. Il se croit aussi, il veut faire une révolution avec 200 ou 300 personnes. Mais ces soulèvements, il y avait 2 ou 3 soulèvements qui n'ont rien donné. Donc, pendant ça, un était au temps de Ma'moun et un autre au temps de Al-Mu'tasim. C'était généralement en Arabie, c'est les mêmes erreurs. Donc là où il n'y a pas de source pour vraiment financer un vrai soulèvement populaire. Donc là, ils n'ont pas pris en considération la leçon de Mohammed Nafs al-Zakiyya qui a fait donc, sa révolution à Médine, alors que faire une révolution à Médine dont on n'a pas les sources de tenir par rapport à l'Irak, ni par rapport donc, au Sham, à la Syrie. C'est difficile. Donc ça, c'était les premières, on va voir ça, 3, donc les 2 premières révolutions, puis les 2 autres petites révolutions, petites même, ce n'est pas révolution, je peux appeler ça Rudoud Af'al. C'est un peu des mesures de réaction. Quelqu'un qui se défoule, se réactionne, plus vraiment que quelque chose bien réfléchi, quelque chose de spontané. Ce n'est pas quelque chose de calculé, mais de bien programmé. On va voir aussi, donc ça c'était ce que j'ai appelé les révolutions du clan hachimite, qui étaient généralement sous le couvert de la légitimité du pouvoir. Le pouvoir abbasside de l'époque, il surveillait plus ces 2 clans, le clan hassanide et le clan hussainide, que ces jeunes qui annoncent la révolution contre lui dans les autres contrées. Par contre, les gens qui étaient sous surveillance, ce sont le fils de Ja'far al-Sadiq et les frères de Mohammed, et là c'est Yahya et Idriss. Yahya et Idriss sont les frères de Mohammed et d'Ibrahim, les fils d'Abdullah ibn Hassan. Il y a Yahya qui a quitté au temps de Rachid le pays vers le nord, donc la mer Caspienne, vers la mer Caspienne. La région s'appelle le pays d'Idaylam, donc la région de la mer Caspienne. Et Idriss, qui a quitté aussi au temps de Haroun al-Rachid vers le Maroc actuellement, la région de Zarhoun, au nord de Fès. Donc, et c'était un peu l'état, ce qu'on appelait l'état idrisside. Après, on va la voir. Donc ça, c'est un peu l'évolution politique. Ces gens-là étaient plus surveillés que nous. On assiste aussi à une autre révolution qui était plus grave. Donc, qui étaient des soulèvements plus graves. Ce n'est pas plus des soulèvements qui étaient graves. Leurs conséquences ont été vraiment graves pour l'islam lui-même, pour la religion musulmane. Hein. C'était très grave. C'était les Perses. Donc, les soulèvements perses. Les soulèvements perses, on a eu 3 soulèvements. Il y a eu le soulèvement de Rawandi, au temps de Mansour. Puis on a le soulèvement au temps de Ma'moun et Mu'tasim. Il a commencé avec Rachid un peu. C'est le soulèvement de Al-Muqanna. Donc Al-Muqanna, c'est la personne qui a mis le voilé un peu, comme ça. Al-Muqanna, il s'appelle, c'est un peu le voilé. Donc, parce que Al-Qina', pour une femme, on dit, il y a des gens qui disent Al-Qina', une femme qui met un peu sur la face. Donc, on ne peut pas voir sa face. On dit, pour une personne, pour un homme, il fait comme ça. Personne ne peut voir, on met ses yeux. Donc, un peu se voile toute la face, tu ne peux pas le voir qui.
Il a commencé, puis c'était Babek. Babek s'appelle un autre chef qui s'appelle Babek el-Kharni. La première était juste aussi une vengeance contre Mansour. En assassinant Abu Muslim al-Khurasani, qui était un peu le patron de l'armée perse, qui a déblayé le terrain pour les Abbassides à être à la tête de l'État, en faisant ça, Mansour a mis les Perses au sein de l'armée un peu en colère. Il y a eu quelqu'un qui était proche d'Abu Muslim, qui s'appelle Ibn Rawandi, qui a fait un peu un soulèvement, c'était à Bagdad, contre Mansour. Mais Mansour, par l'appui donc, de ses hommes et des gens proches de lui à Bagdad, a peu maté le soulèvement de Ibn Rawandi. Donc ça, c'est des gens qui croyaient un peu, c'était aussi qu'il n'était pas juste par mesure réactionnaire, par la décision d'avoir tué Abu Muslim, leur général. Donc c'était un peu comme ça, c'était pas quelque chose bien calculé. Par contre, Al-Muqanna et Babek, ça a été plus grave. Parce que c'est une grande insurrection qui a duré dans le temps, qui a duré presque des années, et qui a un peu coûté cher à l'État abbasside. Parce qu'elle a commencé au temps de Rachid, puis au temps donc dans le temps, au temps de Ma'moun et au temps de Mu'tasim. Et elle a profité des problèmes entre l'Amin et le Ma'moun. L'Amin et Ma'moun, où le clan perse a gagné le clan arabe. Donc elle a profité et elle a coûté cher à l'État en hommes et en argent. Le but de Babek el-Kharni, c'était de faire tomber l'État abbasside et de réinstaller l'État sassanide. En plus, il était pro ce qu'on appelle le mouvement de Mazdak et la philosophie de Mazdak. Le mouvement de Mazdak et la philosophie de Mazdak à l'époque étaient un peu plus ou moins, on les appelle à l'époque communistes. C'était plus libertin. Donc, pour lui, il n'y a pas de mariage, on peut avoir des contacts avec toutes les femmes, et toutes les femmes avoir des contacts avec tous les hommes. Donc, il n'y a pas quelque chose de bien. Donc, dire que c'est la femme de monsieur. Donc, ça, c'est un peu, c'est connu. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent plus que c'est un mouvement communiste. Donc, c'est un mouvement du communisme général, le mouvement de Mazdak. On appelle ça un peu. Il y a eu même des gens qui ont écrit des livres dans le monde musulman, disant que le mazdakisme est l'origine du communisme. Ah bon? Donc oui, ils disent comme ça, c'est l'origine de... Et ça, c'était un mouvement qui est paru pendant l'État sassanide, au temps d'un des patrons de l'État sassanide qui s'appelle Kisra Abawez. Pendant son temps est apparu ce mouvement et l'État l'a pris, elle a adopté l'État sassanide, a adopté cette stratégie, mais ça n'a pas marché, donc 20 ou 30 ans, puis elle est revenue à la normalité des gens. Donc Babek était plus dans cette logique, il a un peu coûté cher à l'État abbasside. Le problème, qu'après Ma'moun, et c'était Mu'tasim, le problème était plus grave aussi, parce que la différence entre Ma'moun et Mu'tasim était visible. Comme je vous ai dit, Ma'moun était presque un savant, et Mu'tasim était à la limite de l'ignorance, entre les deux. Malgré qu'ils sont frères, Mu'tasim n'avait pas les mêmes qualités, donc, comme son frère. C'est pour ça qu'ils ont eu un problème dans la relation à la gestion des ressources humaines. Les gens qui étaient sur les hommes d'État de Ma'moun étaient vraiment des hommes d'État. Des gens tels que Tahir ben Hussein et son fils Abdullah ben Tahir ben Hussein, tels que Hatem ben Ayoun. Donc c'était des gens, donc vraiment qui avaient leur qualité d'homme d'État. Par contre, Al-Mu'tasim, il s'est appuyé sur d'autres personnes. À leur tête, Ifshin, Haïdar ben Kaous, qui est devenu le chef des armées. Alors que celui-là était en connivence avec Babek el-Kharni. Il a fait de lui la guerre. Tout ce que le calife envoyait pour les armées de Ifshin, la moitié va vers Babek.
était le but d'affaiblir l'État abbasside. Et il est rentré en connivence avec une personne qu'on a vue sur la scène qui résidait dans le nord de l'Iran actuel, le Tabaristan, la région de Tabriz, un peu au nord. Bon. C'était le Maziar. Et le Maziar, son travail, il était un peu ce qu'on appelle, c'est comme un peu fonction identique au Saint-Siège, pape. Mais des gens qui adoraient le feu. On l'appelle Al-Moubid, ou Dahqan al-A'dam. Donc la personne qui tient la maison du feu. Donc Nar al-Muqaddasa. Donc un peu, étaient tous les trois impliqués dans ce mouvement de déstabilisation de l'État. Et l'État n'a trouvé ça que tard, grâce à des enquêtes menées par le ministre de Mu'tasim Abdelmalek al-Zayed, qui s'est terminé par l'assassinat de Babek jusqu'en Arménie, dans la jungle arménienne, et l'arrestation de Maziar et de El-Ifshin, qui était le chef des armées de l'époque. Et il y a eu ce qu'on appelait à l'époque une justice qui s'est terminée par l'éradication de ce soulèvement et de cette insurrection perse. Et depuis là, l'idée de ressusciter l'État sassanide a disparu complètement de la scène. Elle n'est revenue qu'avec les Safawides au VIe siècle, mais cette fois-ci, pas en instaurant un État sassanide, mais en prenant le chiisme duodécimain comme la référence de l'islam. Donc, chose qui se fait jusqu'à présent. L'idée de faire revenir les Perses à la tête de l'État, mais la couverture, ce n'est pas l'État sassanide, c'est du chiisme duodécimain, ce que fait actuellement. Donc ça, un peu, c'était une autre forme de révolution. Ce n'est pas les mêmes idées de soulèvement. Et ces soulèvements-là étaient d'ordre, ce qu'on appelle de légitimité politique. Par contre, ces soulèvements-là étaient des soulèvements qui visaient à démanteler l'État. La guerre, il y a deux choses aussi qui ont secoué l'État, au temps de Rachid jusqu'à Ma'moun, c'est les choses internes politiquement. L'État a traversé deux crises internes. La crise de la famille Barmaki, crise de la famille Barmak, donc des Baramika comme on l'appelle, et la guerre entre les deux frères, Amin et Ma'moun. Et c'est ça aussi qui a poussé à cette insurrection perse. Donc, c'était pendant cette période. Rachid, Amin et Ma'moun. Je parle d'abord de la première crise. Qu'est-ce qui s'est passé? Khalid ben Barmak était un général de Abu Muslim al-Khurasani, un de ses adjoints. Et dans les échelons de l'État, il était parmi les personnalités les plus influentes au temps de Mansour et au temps de Mahdi. Et son fils Yahya était de la génération montante. Parce que quand on voit l'évolution politique dans les pays du Mashraq, dans les pays du Levant, donc en Syrie, jusqu'à présent, la politique un peu, elle s'irrite en héritage. C'est pas comme chez nous. Donc si vous allez chez nous, dans les pays du Maghreb, on est nouvelle, on est, à part certaines familles qui ont un peu une tradition politique, la plupart du peuple, ils commencent à apprendre la politique. Par contre, ces gens-là, comme il y avait beaucoup de familles, un peu, elles s'irritaient. Et Khalid ben Barmak a hérité à son fils sa place. Son fils, au temps de Mahdi, il est devenu vraiment une personnalité importante dans l'échiquier politique abbaside. Mahdi a décidé de faire allégeance à ses deux fils. Et les Abbassides reviennent aux mêmes erreurs omeyyades. C'est de faire
à deux en même temps. Donc il a dit, après moi, ce sera mon premier fils, Moussa al-Hadi. Et après Moussa, c'est son frère, Haroun al-Rachid. Le problème que Moussa al-Hadi, il était un peu plus ou moins méchant, dur. Il n'était pas facile, Moussa. Il n'a gouverné que 11 mois. Mais on assiste à quelque chose de nouveau aussi dans le monde musulman, dans les États musulmans, qui va s'amplifier après, on va la voir après, quand les califes sont devenus faibles. Hein. C'est l'intervention des femmes. La mère de Moussa et de Haroun s'appelait Al-Khayzouran. Elle était d'origine berbère. Elle a commencé à interférer dans les affaires de la politique au temps de son mari, Al-Mahdi. Quand son fils, Al-Hadi, était élu calife, elle a pris beaucoup d'ampleur à le mettre en colère, lui. Le calife a vu que sa mère piétine sur ses décisions. C'est elle qui prend, lui laisse rien. Donc, il n'a rien. Eh bien, il s'est engueulé avec les hommes d'État de ne plus faire la file devant la maison de sa mère, parce que tous ont des mères, ils ne veulent pas que les gens savent qui sont leurs mères. Pourquoi devant ma mère, vous êtes tous, vous attendez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Il a été clair. Il a mis tout le monde en garde. Ils avaient la même mère, lui et Rachid? Oui, la même mère. Et elle ne n'a pas voulu quand il a mis un peu hors cadre de l'État. C'est pour ça, on murmure dans les livres, hein, tu peux lire ça, qu'elle a été derrière son éviction. Donc. Mais à mon avis, sa mère n'était pas vraiment derrière son éviction. C'est sa maladie, il est tombé malade, il est parti, mais il a fait une erreur en même temps. Cette erreur, elle n'a pas été concrétisée, mais c'est elle qui a joué dans l'émergence quasi générale de la famille des Bermak. À la fin de la famille des Bermak, cette erreur a rendu la famille des Bermak la famille incontournable après lui. Il a pris la décision, lui, d'enlever, donc, comme on appelle, du prince héritier Haroun, son frère, et mettre son fils, Jafar, qui en avait 5 ans. Donc, il a ouvert la discussion avec les cadres de l'État. La plupart ont oublié, hormis Yahya ben Khaled al-Barmaki. Et un autre, un vieux de la famille régnante, les Abbassides, Ismaïl ben Yahya ben Ali. Eh bien, Yahya, il a été clair, il a dit à Hadi, donc, que commandeur de croyants, vous êtes en train de faire une erreur. Quand vous enlevez votre frère Haroun al-Rachid, qui est âgé de 20 ans, donc qui est mature pour être calife, et vous mettez votre fils qui est encore donc, petit, 5 ans, vous êtes en train de faire 2 erreurs. La première, c'est un peu, d'une façon indirecte, pousser les chefs militaires et les hommes de l'État à ne pas respecter à ne pas respecter les engagements du calife. Quand un calife prend des engagements à nommer quelqu'un, donc quand toi tu fais ça, puis si ton fils va faire autre chose, on ne va pas l'accepter. Donc un peu tu rends caduc tout ce que les califes prennent comme décision. En plus, tu fais sortir ton frère qui est majeur, tu le donnes à ton fils qui ne l'est pas, et tu n'es pas sûr, s'il t'arrive quoi que ce soit, que ces chefs militaires vont honorer ton engagement avec ton fils. Peut-être ils vont choisir une autre personne, parce qu'il y a beaucoup de gens de ta famille qui ne sont pas les fils de ton père, qui prétendent à ce poste. Donc, sans que tu le veux, tu vas les faire sortir, tu vas faire sortir ta famille, donc, de cette liste de commandeurs de croyants et que tu la donneras à d'autres personnes. Il a été appuyé par Ismaïl ben Yahya ben Ali, qu'on appelle le sage de la famille abbasside de l'époque. Lui, il s'est rétracté. Donc, Moussa al-Hadi s'est rétracté, et même Haroun a passé un mauvais cap pendant cette période. Donc, jusqu'où il est tombé malade et il est mort.
le jour de sa mort, même la nuit, avant que les gens l'entendent et que l'information soit connue par les gens de Bagdad, Yahya ben Khaled al-Barmaki a ôté la bague du calife avec tous les instruments du calife, parce que le calife avait 3 instruments, avait une bague, avait comme un bâton, qu'on appelle Qadib al-Khilafa, il avait un peu aussi une bourda à la mettre. Il les a pris, il les a remis à Haroun al-Rachid en lui disant commandeur des croyants. Donc, ça a fait que la famille, donc Barmaki, est devenue un peu la gérance du pouvoir de Haroun al-Rachid. Effectivement, pendant le règne de Haroun al-Rachid, les premières années, c'était eux les décideurs. C'était Khaled et ses 2 fils, Al-Fadl et Jafar, qui étaient un peu les décideurs de l'État. Il y a un problème. Il faut bien lire dans la psychologie des rois et des gens qui gouvernent. Tous les gens qui gouvernent. Toute personne qui sera un petit jour dans sa vie mêlée à des gens qui gouvernent, il ne faut pas piétiner sur leur bande. Il ne faut pas marcher sur leur bande. Il ne faut pas prendre des décisions à leur place. Le problème de cette famille, qu'elle a eu tout pendant cette période. Et le calife n'est devenu qu'une girouette, marionnette. Oui, comme ça. Mais toutes les décisions étaient des décisions prises par les Abbassides. Tu trouves le matin les gens devant leur palais. Toute personne qui veut, même si on veut quelque chose chez le calife, on ne la demande pas au calife. On la demande au Barmaki. En plus, ils sont devenus riches. Eux, avec tous les gens qui les suivent, ils sont devenus les plus puissants. Juste où les autres familles abbassides ont commencé à voir que l'équilibre est rompu. Qu'il n'y a plus d'équilibre. Que c'est eux, les hommes d'État, et l'État appartient désormais au Barmaki. Et que le calife ne peut rien faire. Et on a commencé à parler au calife, à l'éveiller, à lui dire que il faut être plus ou moins un dictateur. On a fait des vers. Il y avait beaucoup de gens, il y avait des gens de sa famille, il y avait sa femme Zubayda, parce que elle a commencé à voir un peu que le fils de la servante Marajel, qui était très proche des Barmaki, Al-Ma'moun, il est plus choyé par les Barmaki pour être à la tête de l'État. Alors qu'elle voulait son fils, Amin, qui était moins âgé que Ma'moun. Donc tout ça, effectivement, le calife est parti à la Mecque en 186 de l'Hégire, et c'est là où il a mis la même erreur que son père. Il a nommé son fils, le moins âgé, qui était Mohammed al-Amin, le fils de Zubayda, son successeur, et qu'après lui, c'est l'autre fils, Abdallah al-Ma'moun, qui sera à la tête de l'État. Ils n'ont pas eu la même éducation. Al-Ma'moun a eu une très bonne éducation, il a brillé. Tu peux dire que le Ma'moun est un alim avec les ulama, faqih avec les fuqaha, juriste avec les juristes, philosophe avec les philosophes. Son erreur, c'était d'avoir adopté le mu'tazilisme en tant que doctrine d'État. Je ne dis pas, il était libre de l'adopter. Seulement, en l'adoptant en tant que doctrine d'État et en l'imposant en tant que la doctrine de l'islam, ça a été son erreur. S'il n'a pas imposé aux musulmans de dire que le Coran est créé et que la doctrine mu'tazilite, c'est la doctrine, la seule et unique doctrine que les musulmans doivent suivre, Ma'moun, personne ne l'aura contesté à travers l'histoire de l'islam. On ne peut pas le contester. C'est une personne qui était vraiment éveillée à un point de... Donc, il était très proche de ce colon-là. C'était le deuxième. Et, par contre, Amin, il y a trois
3 choses qu'on est un peu surpris de Amin. La première, il n'a pas réussi dans son éducation que son frère. Il n'a pas eu les mêmes comment on dit, facultés que son frère, alors que tous les deux avaient le même parcours d'enseignement. Ça ne veut pas dire que son père ne l'a pas vraiment donné de l'enseignement, mais il n'a pas réussi par rapport à l'autre, malgré qu'on l'a mis, parce qu'il était 100% noble, il était de la noblesse musulmane dans le monde. C'est l'un des rares califes qui ont accédé à être au summum des musulmans dans le monde, qui est d'origine hachimite de 2 parts. On a 2 personnes, il y a lui, il y a l'imam Hassan. L'imam Hassan qui est d'origine hachimite de père et de mère. Donc son père c'est l'imam Ali, sa mère c'est Fatima al-Zahra, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est hachimite de 2 ports, Hassan. Et Amin, qui est aussi hachimite de 2 ports. Son père, c'est Haroun al-Rashid, le fils de Mahdi, d'Abu Ja'far al-Mansour, de Muhammad ben Ali ben Abdullah ben Abbas. Et Zubayda, qui est la fille de Ja'far, ben Abi Ja'far al-Mansour, ben Muhammad ben Ali ben Abdullah ben Abbas. Donc, il était un peu les 2 hachimites. Il n'a pas réussi. Ça. Deuxièmement, ça m'étonne d'où il a eu cet intérêt pour la zoologie. Je ne dis pas pour la zoologie en tant qu'étude. Quand il était devenu calife, il a pris tout. Il a utilisé des fonds de l'État pour faire un peu des cirques. Ou non comme ça, l'achat de tigres, de lions, je ne sais pas quoi. Là où il y a un animal, il voulait voir. Un point. Et un troisième, c'était le premier à faire entrer dans les palais du roi à l'époque, un peu ce qu'on a appelé des eunuques. Je ne sais pas si vous entendez parler des eunuques. Oui, un eunuque. Oui, un eunuque. C'est un peu, il le faisait même un peu efféminisé, donc d'une façon. Donc, c'est là où on a parlé à l'époque même un peu de l'homosexualité. Donc, il s'est un peu propagé. Donc, là, comme vous disiez, par exemple, Abu Nawas, avec ses vers et tout ça, vous trouvez un peu ces choses-là. Ça demeure un peu plus ou moins 3 points qu'on n'arrive pas à savoir comment sont venus. C'est lui qui a introduit ça C'est la première fois qu'on a vu dans le... Je ne dis pas que c'est... Oui, c'est ça. Mais je ne veux pas dire que... Quoi? Les premiers eunuques, c'est là qu'ils sont apparus à l'époque de l'Amin. Ah oui, à l'époque de l'Amin. Ils sont apparus dans le monde musulman. Hein. Je ne dis pas qu'il existait partout les eunuques, hein, mais en tant que vraiment... ils ont pris de l'ampleur. C'est institution. Oui, comme ça, c'est pendant cette période. Surtout dans les palais et tout ça, ça devenait un peu plus ou moins d'où vient l'idée, comment, qui était derrière, on n'arrive pas... On n'a pas plus, on a que... Voilà ce qui a été, mais on ne nous dit pas... Pour moi, j'ai essayé de dire, ça vient d'où, comment, par exemple, on peut avoir 1 ou 2 comme serviteurs, mais pas avoir un peu toute une donc une administration. En fait, de la cour. Hein, de la cour, oui, ils sont devenus comme ça. C'est un peu dur. Souvent, on n'arrive pas vraiment à suivre l'évolution de ça, comment ils sont venus, et c'était Amin qui a joué. Le problème que cette erreur, après, revenue, la décision a été prise par Rachid d'éliminer la famille Barmaki. Il y a eu beaucoup d'études. Hein. Il y a eu des gens qui ont dit, par exemple, que Rachid a eu vent, que Ja'far, le fils de Yahya, a eu une liaison avec sa sœur. Et qu'il y a eu même 2 enfants. Je ne crois pas à cette thèse. Honnêtement, et elle a été même démontée par pas mal d'historiens, à leur tête Ibn Khaldoun. Parce que ce n'est pas une vraie thèse. Ja'far n'avait pas besoin d'avoir des enfants avec... donc il en avait beaucoup de... Comment on appelle de servantes et tout ça, sa main. Donc ce n'est pas la personne qui cherchait à avoir des choses pareilles. Pour moi, le problème, c'est que la décision a été prise pour raison d'État. Haroun Rachid a vu que les Barmakis sont devenus les patrons de l'État et que lui n'est qu'une potiche. Et il est temps qu'il prend la situation en main.
La première décision a été de les, donc, un peu déposséder de pas mal de leurs biens. Et puis de les éliminer physiquement. Ce qui est étonnant, quand il a pris cette décision de les éliminer physiquement, cette famille a disparu complètement de la scène musulmane. On n'en trouve pas, après la décision de Rachid de mettre fin à cette famille, une personne dans le monde musulman qui se réclamait être descendant de cette famille. Parce qu'ils les avaient tous supprimés ou... C'est une décision, on ne peut pas supprimer tout. Les patrons, oui, mais les jeunes, les petits, donc tout ça, ça a été un peu, je peux dire, une éradication totale de cette famille. Donc, une éradication totale de la famille des Banu Makki. Donc, ça a été vraiment une éradication totale. Et c'est là, après, où ça a commencé le problème de Al-Mukhanna. Elle est sortie. Donc, ça a commencé des problèmes en Perse, à Khurasan et tout ça, contre l'État abbasside. Haroun al-Rachid a décidé de sortir lui-même dans cette région, avec l'armée, avec tout le monde, pour mettre fin à cette rébellion. En cours de route, arrivant dans la ville de Tos, actuellement Meshhed, il a laissé à Bagdad son fils Al-Amin, donc le successeur. Il a pris avec lui l'autre enfant, c'est Abdullah al-Ma'moun, donc le deuxième. En arrivant dans la ville de Tos, il est tombé malade, à l'âge de 41 ans. Et c'est là où il est mort. À noter qu'après l'éradication de la famille Barmaki, une autre famille est parue sur la scène. C'est la famille Sahl, les deux frères, Fadl ibn Sahl et Hassan ibn Sahl. Les Arabes ont repris, ont été nommés vizirs. Fadl ibn Rabi' ibn Younes. Il a repris le rôle de son père qui était avec Mansour, Rabi' ibn Younes. C'est son fils Al-Fadl, qui est devenu le vizir de Rachid, après les Barmaki. Mais la lutte entre le clan arabe, qui était guidé par Fadl ibn Rabi' et Abd al-Malik ibn Salih ibn Ali, et le clan perse, guidé par la famille Sahl. Parce que l'administration de cet État, elle est toujours perse. Donc, faisait rage. Et quand Rachid est mort à Mashhad, ça commence les erreurs des vizirs arabes. Ce que j'appelle les erreurs des vizirs arabes. Des fois, il y a des gens qui font des conneries politiques. C'est comme quelqu'un s'auto-assassine. Quelqu'un, quand il commet des fois des bourdes en politique, il y a des bourdes qui tuent. Hein. C'est fini. Hein. Eh bien, Fadl ibn Rabi', le jour où il a enterré Haroun Rachid, sa décision a été claire de revenir à Bagdad. Écoutez bien. Il a donné 6 mois de paye anticipée à l'armée. Il a tout fait revenir à Bagdad. Armes, bagages, tout. Il a laissé une seule chose. Al-Ma'moun. Sans armée. Al-Ma'moun, le fils de Haroun al-Rachid. Il a laissé seul. Et ça, lui, il a cru qu'il va le laisser seul, il va couler. Erreur tactique. Il a laissé aux mains d'Al-San, aux mains des Perses. Il a laissé dans un vaste territoire et riche. La Perse, Khurasan, qui s'étend jusqu'aux plaines chinoises. C'est eux qui les gouvernaient.
Et on a eu droit à une dislocation de l'État. De facto. Les gens de Sel sont restés à Maro. Ils ont fait leur quartier général. Et Ma'moun était chez eux. On ne veut pas faire une révolution pour juste faire revenir notre Ma'moun à Bagdad. Fadl al-Rabi, en rentrant à Bagdad, il a fait la deuxième connerie. Quelle a été cette connerie? En 186, Rachid, quand il était à la Mecque, il a fait pour son fils Amin et Ma'moun, il a écrit des livres. Il les a mis à l'enceinte de la Kaaba. Donc, Al-Fadl a dit à Amin, il faut enlever ton frère. On revient à la même erreur qui a été faite avec Rachid. Enlève ton frère Ma'moun et on va faire allégeance à ton petit-fils. Mais avant tout, il faut envoyer quelqu'un à la Mecque qui enlèvera les 2 livres de la Kaaba. Qui va retirer les 2 livres de la Kaaba. Et ça a été fait. Et la guerre a commencé entre les 2 clans. Le problème que c'était, les 2 califes étaient au sujet. La guerre était entre Fadl ibn Sal et Fadl ibn Rabi'. Ma'moun qui était chez Ibn Sal n'était pas au courant de la situation. Parce que tout était dirigé par le Fadl ibn Sal. Et Amin, idem, passait son temps avec les eunuques et avec les lions et les tigres et tout ça. Ne savait même pas ce qui s'est passé hors des murs de Bagdad. Et la guerre faisait rage. Les troupes de Ma'moun arrivaient à Damas, arrivaient à Bagdad, encerclaient Bagdad, et Tahar ben Hussein met fin au jour de l'Amin. Mais la ville a souffert dans le siège, donc elle a été même en partie détruite. Ici, entrera un membre de la famille alawite dans le conflit. C'est l'imam, le 8e imam chiite duodécime, Ali ben Moussa Rida. Il est venu jusqu'à Khorasan à Ma'moun. Il a mis le Ma'moun devant la situation. Il lui a donné les infos. Les éclaircissements. Voilà ce qui s'est passé. Pourquoi il a choisi Amin et pas Ma'moun? Ma'moun n'est pas Amin. Parce que militairement, Ma'moun a gagné. Il lui reste le côté politique. Donc, il lui reste le côté politique. Militairement, Ma'moun a gagné. Qu'est-ce qu'il a fait? Ma'moun avait un peu un penchant vers le chiisme. Il a décidé de nommer comme adjoint Ali ben Moussa Rida. Il a décidé de doter le symbole de l'habit abbasside qui était le noir et mettre le vert, le symbole de la famille alawite. Et même à une certaine époque, quand il était calife, il a voulu même légaliser le mariage temporaire. Donc, il avait un peu ce penchant. Et dans sa position vers les califes, il voyait que Ali était mieux qu'Abu Bakr. Donc, un peu, c'est les positions chiites. Et il avait ces positions-là. Il était plus dans ce côté-là, chiite que sunnite. En prenant la décision de nommer, les gens de Bagdad n'ont pas voulu. La cour bagdadienne était tous contre Ma'moun quand il a pris cette décision. Il aurait dû se rétracter. Et il est rentré en tant que calife à Bagdad. Cette guerre a signé la défaite politique du clan arabe. L'état de Ma'moun est devenu quasiment un état perse. D'ailleurs,
dans son livre Al-Bayan wa Tabiyin Al-Jahid, qui est un grand Mu'tazila, quand il a parlé de cet état, il a dit Dawlat Bani Marwan, l'état marwanide Umayyad, Arabiya. C'est un état arabe. Dawlat Bani al-Abbas, l'état abbasside, c'est un état perse khurasanide. Il a dit Farisiyatun khurasaniya. Donc, quand il dit ça, ça veut dire les hommes de l'État, les gens qui dirigent, dans leur majorité, les Arabes ont disparu. Le clan arabe a perdu, il a disparu. Donc, après Ma'moun, le clan perse, donc les Perses, il y a les Perses qui faisaient toujours allégeance aux Abbasides. Par contre, d'autres Perses commencent à voir qu'il est possible de démanteler l'État abbasside. Et c'était Babak al-Kharni. Donc c'était cette guerre de Babak dont j'ai souligné, qui voulait réinstaurer l'État sassanide. Donc ça, c'était 2 points que j'ai expliqués politiques pendant cette période. On assiste aussi, avec Al-Mu'tasim, à l'avènement des Turcs. L'entrée des Turcs en scène. Pourquoi les Turcs en scène? Mu'tasim, en voyant que c'est les Perses qui prenaient l'État, les Arabes sont sortis carrément, lui, sa mère est turque, et s'est penché vers ses oncles maternels. Il a fait venir les Turcs généralement de l'Asie centrale. Donc, les Turcs, c'est une race turco-mogole. Donc, elle s'étend de l'Asie mineure jusqu'au Xi'an, en Turkestan oriental, l'actuelle Chine. Donc, un peu l'ouest de la Chine et les turcophones. Donc, toute cette région, c'est... Il les a fait venir de l'Asie centrale par milliers et il leur a donné les postes militaires. C'était les postes militaires. Ils sont devenus un peu la force militaire de l'État abbasside et puis on peut dire la force militaire de l'État sunnite dans le monde musulman pendant des siècles. Quand les Turcs sont rentrés, les postes militaires c'était turcs, les postes administratifs c'était perses, dans l'État de Al-Mu'tasim. Les Arabes ont trouvé qu'ils ont tout perdu et on voit des révolutions arabes maintenant. Ce n'est plus pour la légitimité. Les Arabes, leur soulèvement, ils avaient 2 caractères. Les Arabes du Nord, les Arabes qui habitaient, quand je dis les Arabes du Nord, ceux qui habitaient le nord de l'Irak et de la Syrie, ce qu'on appelle actuellement des Arbekir, qui sont un peu dans la région turque. Et jusqu'en arrivant à Alep, en arrivant jusqu'à Mossoul, c'est dans ce triangle-là où il y a beaucoup d'Arabes et des Turcs et des Kurdes. Donc c'est cette région-là, et c'était généralement les tribus arabes de cette région, qui se sont soulevés et ont commencé à demander leur part du pouvoir. Ils se sont trouvés qu'ils sont un peu marginalisés, parce que c'est des gens qui étaient dans l'État omeyyade. Ils avaient aussi leur place au temps de Rachid et tout ça, mais depuis que ce clan a perdu, ils sont trouvés marginalisés, et c'est Nasr Medshibt qui a fait cette guerre, donc à l'État abbasside. Et bien, il y avait beaucoup de gens avec lui, sans problème. Quand il y a eu beaucoup de gens avec lui, on lui a demandé, si tu veux que tout le monde te suivra, tu dois faire allégeance à un calife. On lui a dit, fais allégeance à un Omeyyade. Il a dit, c'est fini les Omeyyades. Leur état est terminé. Et leurs jours sont finis. Qu'est-ce qui détermine qu'un état est fini? Un état est fini quand on n'a plus d'adhésion populaire, quand on n'a plus d'allégeance à la part des gens. C'est le problème de l'Ouala. Elle a trouvé qu'il n'y a plus aucune tribu arabe qui n'aspire, donc qui n'a dans sa tête faire revenir les Omeyyades, ni qui fait allégeance, ni qui... Elle dit c'est fini. Elle dit donc si c'est fini,
fait allégeance à un imam duodécimain. C'est là aussi qui nous intéresse cette évolution du duodécimain. On a parlé jusqu'à l'évolution du statut de l'imamat. Ils n'étaient pas encore duodécimains. Non, ils étaient l'imamat. Oui. Il lui a dit, écoute, fais allégeance à ça. Il a dit, non, je ne fais pas allégeance à ces gens-là. Parce que je ne ferai jamais allégeance à quelqu'un qui croit qu'il m'a créé et qu'il me nourrit. Comme ça. Il a dit, je veux quelqu'un de la famille abbasside. Mon problème avec les califes, qu'il a mis les Arabes dehors. Malheureusement, ni lui, ni le soulèvement de Walid ben Tarif n'ont pu ramener aux Arabes leurs droits. Ça, c'est les Arabes du Nord. Les Arabes du Sud, qui vivaient en péninsule arabique, à l'est de la ville de Médine, les Bani Sulaim, les Bani Uqayl, les Bani Assad, les consorts. Les Bani Sulaim, c'est les ancêtres des Banu Hilal. Oui, c'est les anciens. C'est les Bani Hilal. Cela, en sortant de l'armée, en ne trouvant plus d'embauche, sont revenus à la première chose que les Arabes ont fait avec l'islam, le pillage. Et couper les routes. Et la première route qui a été coupée, c'est la route des Hajj. C'était pendant la période de Mu'tasim. Donc il n'y avait plus de débouchés pour ces tribus-là. Ils n'étaient plus acceptés dans l'armée, plus rien du tout. Donc les Arabes ont fait un pas en arrière. Et je peux dire que c'est une période, malheureusement, où les Arabes ont quitté la scène politique. C'était rare de trouver une famille arabe revenir sur la scène politique. Malheureusement, ça a été une mauvaise affaire, donc une mauvaise décision prise par les califes abbassides. Donc ça, c'était un peu les soulèvements dont je peux dire qu'ils ont un peu secoué l'évolution politique. Il y a autre chose dont on peut souligner, qui est paru aussi dans cet état, c'est que l'État abbasside ne s'est pas intéressé à l'Afrique du Nord, à part l'Égypte. Je ne dis pas le Maghreb, parce que le mot Maghreb, et surtout le mot Maghreb arabe, il est récent. Il est très récent dans l'histoire politique. Ça n'a pas été discuté Maghreb arabe, on ne le trouvera pas, par exemple, avant 100 ou 150 ans, il n'était même pas paru dans les livres. Donc c'était bien Ifriqiya, comme ça. C'est plus le mot Ifriqiya, ou Ahyanan al-Maghrib. Donc, par ça, c'est l'ouest du monde musulman. Par contre, al-Maghrib al-Arabi, le mot Maghreb arabe, c'est très récent. Donc, ne sont pas intéressés au début par l'Andalousie. L'Andalousie était un pays libre où les musulmans ont donné de la liberté, ont laissé la liberté des gens. C'est ça qui les a laissés pendant 8 siècles. C'est cette liberté qu'ils ont pu donner aux gens. Il y avait les tribus arabes et les tribus berbères ou amazirs. Et la population locale d'origine hispanique. Mais c'était la liberté qui a fait que tous les gens ont cohabité ensemble pendant cette période. Les tribus arabes, les Abbassides n'avaient pas de lien avec les tribus arabes, ni avec les tribus amazirs. Les Abbassides, dès le début de leur avènement, se sont focalisés sur l'est du monde musulman. Leur force était à Khorasan. Leurs gens, c'était là. C'est pour ça que c'était normal de faire venir les Turcs. C'était leur force. Donc, depuis où ils ont envoyé leurs émissaires au temps de leurs aïeuls, Mohammed ben Ali, c'était vers cette région. C'est là où ils ont puisé leurs hommes, leurs forces, donc, même ces gens-là se sont investis. D'ailleurs, la femme de Yahya ben Khaled al-Barmaki, quand des gens lui ont dit qu'il y a des gens
donc dans le Khurasan, qui veut restituer l'État, notre État. Il a dit, quel est votre État? L'État sassanide, il a dit, pas d'État sassanide. Notre État, c'est l'État abbasside. C'est celle de notre État. Donc, parce que l'État sassanide, donc c'est un État de la région, mais les Abbassides se sont investis chez la population locale. Donc c'est pour ça. Par contre, dans les pays du Maghreb, ils étaient inconnus au bataillon. Ils ne se sont jamais investis. Ils n'ont pas fait d'émissaire. Il n'y a aucun émissaire abbasside qui est venu contacter les tribus arabes en Andalousie, ni qui est venu contacter les tribus berbérophones de l'Afrique du Nord. Donc, il n'y avait pas de lien. Mais vous disiez tout à l'heure que la mère de... C'était une captive. C'est une captive. Pas plus, c'est une captive. À l'époque, c'était une politique, au temps des Omeyyades, Ben al-Habhab, ça c'est l'un des problèmes avec les Amazirs, où ils faisaient prendre les Amazirs en tant que servantes. Et les faisaient passer à Damas et en tant que servantes, on les a pris, on les a cuits dans le djihad et tout ça. C'est là où sa mère était d'origine berbère, donc c'était une captive plus qu'une femme libre. Hein. Donc ça c'est un peu... Eh bien, un des fils d'Abd-Rahman al-Dakhil, d'ailleurs c'est celui-là, là. Abd-Rahman al-Dakhil, le fils de Muawiyah, le fils de Hisham, Ben Abd al-Malik. Sur le temps de Hisham, il y avait un préfet, il y avait un gouverneur de province en Tunisie qui s'appelle Abdullah ibn al-Habhab. Il s'adonnait avec ferveur à attaquer les tribus berbères et à prendre leurs filles et les envoyer au palais à Damas comme étant le résultat d'incursions chez les non-musulmans. Donc, ça s'appelle Sabi. Donc, c'est des esclaves. Et sa mère d'ailleurs, sa mère d'Abd-Rahman, en arrivant au palais, elle a parlé comme quoi qu'elle n'était pas une musulmane. Et c'est pour ça qu'il a pris la décision de la marier à son fils Muawiyah et a donné ça à Abd-Rahman. Et bien, si Abd-Rahman a pu s'enfuir, parce qu'aussi il y avait un génocide abbasside contre les Omeyyades. Donc on les a un peu mis, comme on a parlé, quand on a détruit leur État, on les a tués la plupart et tout ça. Lui a pu fuir et arriver en Andalousie, en l'appelant Abd-Rahman al-Dakhil, entrant, ça veut dire, il est venu. Il a contacté les tribus arabes qui avaient toujours allégeance aux Omeyyades et il est devenu l'émir, il a construit son petit État. Et Al-Mansour, elle est devenue califat après, au temps d'Abd-Rahman al-Nasir. C'est donc presque 130 ans après, elle est devenue calife. Donc ça, où il y a eu le problème des 3 califes dans le monde musulman, le calife abbasside, le calife fatimide au Caire et le calife Abd-Rahman al-Nasir à Cordoba, donc, dans cette ville-là. Il a fondé son État. Mansour a trouvé que lui envoyer des troupes jusqu'en Andalousie, ça ne sert à rien. Il l'a appelé comme étant l'aigle de Quraysh, l'aigle de la tribu Quraysh, qui a pu fuir et sauter loin donc, et faire son propre nid, donc il faut le laisser. Comme ça, Saqar Quraysh. Saqar, c'est un peu l'aigle de la famille, de la tribu de Quraysh, il l'a laissé là-bas. Mais il a pu faire un État. C'est pas lui. Lui, il a un peu rassemblé les tribus, tout ça, mais c'était son petit-fils, donc un peu Al-Hakam al-Awwal. Donc on a eu lui, Abd-Rahman al-Dakhil, celui-là, pendant cette période. Et puis Abd-Rahman al-Dakhil, on a Hisham al-Awwal, Hisham al-Awwal, Hisham 1. Puis on a Al-Hakam al-Awwal. C'est ce gens-là qui ont fondé cet État, et surtout les 2 grandes villes qu'on appelle actuellement Toledo et la ville de Cordoba. Toledo est là, ou Cordoba. Donc c'est un peu les 2 villes qui ont été leurs villes, donc à eux, les villes des Omeyyades. En négligeant l'Andalousie, au temps aussi de Haroun al-Rachid, maintenant après, le petit-fils, ou bien le frère des 2 qui sont morts, a quitté aussi l'Orient pour l'Occident. Donc, l'Orient arabe pour l'Occident musulman et le Maroc. Il a rejoint le Maroc. Il s'appelle Idriss.
Idriss bin Abdullah ibn Hassan ibn Hassan. Ce Idriss, en quittant le pays arrivant au Maroc, il a fait peur aux Abbassides. Parce que les Abbassides ont plus peur d'un Fatimide que d'un Omeyyade. Les Omeyyades, réellement, les Arabes n'ont plus la force dans les pays du Levant, du Mashraq, arabe, pour faire face donc, aux Abbassides. Mais les Fatimides peuvent rassembler les gens. S'ils arrivent à rassembler avec eux les Amazirs, ils font une marche vers l'ouest, vers l'est plutôt, ils peuvent en cours de route avoir avec eux les Égyptiens, avoir avec les tribus arabes de Syrie et tout ça, vraiment et causer un problème, parce qu'il y a un problème de légitimité toujours entre les deux clans. C'est pour ça qu'il a décidé de le supprimer, mais en utilisant la ruse, pas en utilisant l'épée, pas en envoyant une armée. Il a envoyé un de ses hommes, Hartaba ben Ouyun, jusqu'en Tunisie. Et celui-là, il a trouvé que les Berbères ne veulent pas, généralement les Amazirs ne veulent pas d'un chef qui vient du Mashraq. Il ne vient pas d'un gouverneur. L'époque d'Ibn al-Habhab a laissé des traces. Donc, quand ils ont été un peu maltraités, donc ça a laissé des traces. En plus, les tribus d'Algérie ont tous un peu pris le rite kharijite, donc le rite de Soufari al-Ibadiyya, pour eux, il est plus social. Et ils ne défendent plus leurs droits, mieux que les... Donc un peu, parce que je dis, c'est un système. Hein. Le kharijisme et comme je dis, le chiisme, c'est des systèmes, ce n'est pas des rites. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent madhab al-Khawarij. Pour moi, ce n'est pas un madhab, c'est un système. Qui différencie un madhab d'un système? Le madhab qu'on appelle... Madhab Maliki, Shafi'i, Hanifi, c'est un peu une école juridique. Par contre, si on fait une étude, et on va le faire, concernant le chiisme, ou concernant même le kharijisme, et concernant aussi le salafisme. Le salafisme, c'est une branche des Hanbalites. Ce n'est pas toute l'école Hanbalite. C'est une branche Hanbalite qui est autoproclamée salafiste. Elle est devenue un système. Ça veut dire, quand vous dites je suis la salafiste, vous commencez par le dogme et vous terminez par les ablutions. Il faut tout le prendre, apprendre ou à laisser. C'est comme quelqu'un qui dit je suis chiite, il ne peut pas une personne être chiite sans insulter Abu Bakr Omar. Il y a un problème de ce qu'on appelle wilayat Ali. C'est les chiites, elle est conditionnée. Tu ne peux pas être chiite si tu ne crois pas vraiment que c'est des usurpateurs. Si tu ne crois pas, ça veut dire que tu n'es pas chiite. On ne t'accepte pas, même si tu défends l'imam Ali, même si tu défends la famille du prophète, même, on ne t'accepte pas, il faut le prendre tout. C'est un système. Et le kharijisme aussi, c'est un système. C'est un système qui commence par déclarer mécréant et apostat à toute personne qui commet un grand péché. Si un musulman fait un grand péché, quelqu'un qui se repentit, ne se repentit pas, donc il devient mécréant, et il faut le tuer et tout ça, donc il n'est plus musulman, il n'a pas le droit d'être traité en tant que musulman. Et puis on arrive jusqu'à, pour faire les ablutions, tu dois faire par exemple ça et ça et ça et ça, les ablutions. Donc c'est un système. Donc c'est comme ça que je les appelais moi des lectures de l'islam. On n'est plus dans une école juridique telle que le malikisme ou le shafiisme ou le hanafisme. Donc ça s'appelle en arabe mandouma. Donc ce n'est pas un problème de fiqh. Donc ça, il faut bien le noter, ces choses-là. Et bien, les tribus algériennes ont presque adhéré, surtout la tribu de Barghouata, la tribu des Amat, ont adhéré à ce mouvement kharijite. Et Hartham ibn Uyun, revenant à Bagdad, il a raconté à Rachid qu'il faut les laisser. Il faut les laisser, ça ne nous intéresse pas, ils ne vont pas nous mener grand-chose, mais il faut mettre un état tampon. Il faut choisir une famille qui est là-bas, qui a l'allégeance au calife de Bagdad, et on lui donnera les armes et tout, pour qu'elle soit un état tampon. Donc elle arrête ce flux donc, entre nous et l'Andalousie, et le Maroc, et l'Algérie. Donc, effectivement, au Maroc, il y a eu la naissance de ce qu'on appelait l'État idrissi.
Et en Algérie, il y a eu la naissance de ce qu'on a appelé l'État rostoumide, qui est un État ibadite, kharijite. Au début, elle était soufarite, mais elle est devenue ibadite. Ce sont deux lectures dans le kharijisme, donc. Et elle a fait sa capitale à Tiaret. Tiaret, on appelle Tihert. Elle est un peu dans les montagnes de l'Ouer-Sunis, à l'ouest d'Alger, à 200 km à l'ouest d'Alger. La ville où je suis né, moi, actuellement, elle est à une centaine de kilomètres de cette ville. Elle est située à 100 km de ma ville, 99 km comme ça. Et elle est un peu aux hauteurs, elle est à 1200 mètres de la ville, donc un peu elle est aux hauteurs de notre région, en allant vers le sud. Donc nous, comme ça, tu es vers les hauts plateaux, puis tu es vers le sud algérien, vers la Roi, de la Roi de Gardaya, et de Gardaya vers le grand sud. Tu peux aller jusqu'à Tamarrasset, Adrar, Aoulef, vers le sud d'Algérie. Donc un peu dans cette région. C'était cet état de Rostoumi. Ce que je peux dire, que l'état idrisside, malgré que la personne était d'origine donc chérifienne, fatimide, il a été éliminé physiquement par une ruse. On lui a mis un peu, quelqu'un est venu le voir de Mashraq et qui a un peu sympathisé avec lui, il lui a glissé un peu du poison. Donc il est mort avec le poison. Heureusement qu'il a laissé un fils posthume, ce qu'on appelle un fils posthume. Un fils posthume, c'est que celui qui naît après la mort de son père, ce qu'on appelle un fils posthume. Donc il est né après la mort, il était dans le ventre de sa mère. Donc à la mort de Idriss I, donc Idriss II est né. Il a été, donc quand il est devenu grand, on lui a fait allégeance, les tribus berbères du Maroc lui ont fait allégeance. C'est un état un peu primitif. Si elle n'a pas construit la ville de Fès, on n'entend pas parler d'elle. Parce que Idriss II a construit la ville de Fès. Primitif, elle gère deux choses. Elle gère un peu la justice entre les tribus, entre les gens, soi-disant, suivant la légalité. Et elle gère l'impôt, donc elle n'impose pas des impôts qui font un peu mal à la population. Donc un peu on est dans l'état primitif, mais elle n'a pas fait une grande armée, elle n'a pas fait de grandes villes, elle n'a pas vraiment fait quelque chose de fort. Seulement il faut souligner qu'elle s'est attaquée au kharijisme. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de tribu berbère marocaine à l'époque qui s'est convertie au kharijisme. Donc tous sont devenus sunnites, et même lui-même, le clan hassanide n'a jamais adopté la doctrine chiite. Donc il a été toujours dans sa doctrine sunnite. Donc elle a adopté à l'époque le fiqh malikite qui a été adopté par cette famille. La famille Rostoumide en Algérie, donc Abdelrahman ibn Rostoum, qui s'est autoproclamé aussi imam, donc comme disent les Kharijites, dans sa ville. Aussi, cette ville était un peu dans son fils Abdel Wahhab et son petit-fils Aflah, ont gouverné, comme j'ai dit, à l'état primitif, juste donc l'impôt qui était un peu légal, essayer de concilier et de faire un peu la justice entre les tribus. Ces deux États n'ont pas fait grand-chose, juste à part ça. Donc les 100 années, c'était un peu où les pays se sont stabilisés. Donc il n'y avait pas de problème, il y avait une stabilité, que ce soit dans l'état idrisside ou dans l'état rostoumide. Par contre, l'état aghlabite, qui était l'état tampon, les Abbassides ont donné à une famille arabe qui a habité Kairouan, la ville de Qayrawan, donc en Tunisie. Et cette famille arabe, on les appelle les aghlabites. Donc, elle a pu vraiment faire un État, faire une armée, même faire une marine. Et c'est l'État qui a pu arriver à Palerme et conquérir la Sicile. Et elle a adopté aussi le fiqh malikite. Donc c'était un État qui est devenu sunnite, mais elle a eu un peu des engagements, surtout à l'époque où on a commencé à voir en Tunisie l'évolution des villes côtières. Donc la Tunisie est un ensemble de villes côtières. C'est le pays du Maghreb où il y a plus, ce qu'on appelle jusqu'à présent, de société civile. Parce que la plupart, une forte population tunisienne était liée aux villes côtières de Gabès au sud
jusqu'au nord à Benzert. Donc toute cette région. Ça les reste gens- de Carthage. Oui, cette région, ça reste en style des villes côtières, et où on a eu même des États-villes, des villes-États à une certaine période, où la ville elle-même était érigée comme une forteresse d'État. Donc ça, c'était un peu ces trois... Donc les Abbassides n'ont pas donné grand-chose à l'Afrique du Nord. Et ça pose une question importante jusqu'à présent. Quel est le lien qui unit les gens d'Afrique du Nord à ceux du Moyen-Orient? Donc il est source d'études. Il y a beaucoup de gens qui croient que nous avons les mêmes destins. Les Arabes sont venus, les tribus qui ont arabisé cette région sont venues en 1150. Donc, et l'arabe ne s'est propagé qu'au 19e siècle, avec l'arrivée de la France. Donc, elle ne s'est plus propagée avec l'arrivée des Français, l'arabe, quand il y a eu les routes. Il y a eu beaucoup de tribus qui sont arabisées par le temps, les Zénates, donc, qui sont arabisées par le temps. La population, si on prend génétiquement, elle est plus d'origine amazigh que arabe. Le 70% de la population d'Algérie et du Maroc et tout ça sont des Amazighs de souche. Et les 30% sont de différentes souches, y compris la souche arabe qui est consistante, 20-25%, avec l'arrivée des tribus hilaliennes. Parce que les tribus hilaliennes, à eux seuls, ne pouvaient pas changer la physionomie de la région. N'avaient pas, donc c'est pas 3 millions, 4 millions hilaliens qui sont venus de l'Arabie et tout ça pour vraiment changer la population d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie. Donc, c'est un problème qui se pose actuellement. C'est le problème d'appartenance dans les origines de ces régions. Donc, parce que jusqu'en 1200-1300, la région était comme la Turquie, les Algériens et les Marocains étaient des Amazirs musulmans, comme les Turcs, comme les Pakistanais, comme tous les musulmans du monde, et n'étaient pas arabisés. Donc l'idée, c'est un problème qui est posé, c'est un problème vraiment qui est posé, et qu'un de ces jours, les élites doivent essayer de parler, de dire écoutez, il faut essayer de trouver des arrangements. Ça ne veut pas dire que les Arabes ne sont pas chez eux, les Arabes d'Algérie sont chez eux, les Arabes du Maroc sont chez eux, les Amazirs d'Algérie sont chez eux, les Amazirs du Maroc sont chez eux, mais trouver des solutions de gouvernance. On ne peut pas aussi dire que les Amazirs n'ont aucun droit dans leur propre pays. Donc aussi ça, il faut essayer d'être un peu clair dans ces décisions, de leur donner leurs droits légitimes dans leur pays. Donc aussi c'est leur pays, c'est là où ils sont. Ça fait des milliers d'années qu'ils existent. Il faut essayer de faire avec. Donc il faut pas nier qu'est-ce qui lie un Algérien, par exemple, un Indonésien, mais qui sont deux musulmans, qui se disent la ilaha illallah, par ça, il n'y a pas de lien culturel, il n'y a pas de lien donc pas mal de choses. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer un de ces jours Donc ça, c'est un peu même l'idée. Par exemple, j'ai critiqué à une certaine époque certaines idées qui viennent des frères musulmans, choses dans les pays. Toute personne qui veut fonder un mouvement dans les pays du Moyen-Orient veut se faire des adeptes au Maroc et en Algérie. Alors, et certains Marocains et Algériens se croient qu'ils sont obligés de faire, je ne sais pas, allégeance à une personne qui fait un mouvement en Égypte ou ailleurs. Ça ne colle pas, ça. Il n'y a pas de lien vraiment pour faire cette allégeance. L'allégeance n'est donnée qu'aux personnes qui gouvernent. Et chaque pays, chaque gouverneur d'un pays peut avoir l'allégeance de ses citoyens. Ça, c'est son droit. Par contre, faire allégeance à un mouvement dans un autre pays, donc d'une personne, ça ne colle pas. Donc il n'y a pas de lien. Et ça, je l'ai dit plusieurs fois que c'est une erreur de croire qu'on a été unis pendant 14 siècles. Donc il y a eu des États, et on va le voir même, le dernier point que je vais citer, même au sein des pays du Moyen-Orient, quand il y a eu ça, Ma'moun, quand il est venu, et il a vu que l'Andalousie seul, le Maroc, l'Algérie, chacun a pris son indépendance. La Tunisie, les Aghlabides, quasiment étaient indépendants, à part ce qu'on appelait un lien. C'est un lien un peu plus ou moins passionnel des musulmans, qu'il n'y a qu'un seul calife, du moment qu'il y a un texte prophétique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui disait qu'il ne faut pas faire allégeance à deux califes en même temps. Donc on ne s'autoproclame pas calife. Et on fait un peu la khutba, donc le sermon de vendredi au nom de calife. Et on le faisait
Dans tous les pays musulmans, par exemple, au calife abbasside, puis ça a été au calife ottoman turc, personne n'a voulu s'autoproclamer calife en la présence d'un autre calife, et ça s'arrête là, dans le monde musulman. Ça, c'est ce que j'appelle, moi, le plus sentimental. Mais ce n'est pas vraiment un lien d'interférence ni d'ordre religieux. On ne le trouve pas dans ces pays-là. On ne trouve pas. On ne le trouve pas ni les Aghlabides, ni avec les Rostomides, ni avec les Idrissides. Et personne de cela ne s'est autoproclamé comme étant le calife des musulmans. Et dans ce contexte, Ma'moun, en venant, en stabilisant la situation, il a décidé de faire un nouveau système politique. Il a trouvé que le territoire est vaste. Et un calife ne peut pas gouverner tout le territoire. Il a commencé à faire ce qu'on appelle des concessions. Il a donné l'Est, donc le pays de Khorasan, à Tahir bin Hussein, là où il y a eu après la naissance de l'État tahirite, moyennant une somme d'argent que Tahir doit donner à Bagdad. Et on ne cherche pas à savoir ce que tu fais là-bas. Donc, il a donné aussi à, je crois, un aussi de ses serviteurs dont j'ai oublié le nom, l'Égypte. Et celui-là n'a même pas daigné se déplacer en Égypte. Il a donné l'Égypte à un de ses vassals, qui est Ahmed Ben Touloun, et qui a fondé l'État toulonide avec sa grande mosquée au Caire qui est connue, qui était devenue l'État toulonide, et puis c'était l'État Irchid. Donc chacun peu gouverneur commence à se sentir plus ou moins indépendant. Il ne maintenait avec Bagdad, avec le calife, que ce sermon de vendredi et annuellement des cadeaux qui sont formulés à la cour de Bagdad. Donc c'est un peu une nouvelle forme de gérance de l'État qui est venue dans le monde musulman. Et on va assister à une autre qui est venue, ce qu'on appelle l'État, les Atabeks. Les Atabeks, un peu, c'est les ministres puissants qui veillent sur les jeunes sultans. Donc, et c'était le ministre qui dirigeait tout. Donc, on va le voir ça, les Atabeks qui sont connus, qui sont venus dans l'époque seldjoukide. Donc, tout ça, un peu, il faut le voir dans l'évolution politique de ces pays-là. L'évolution économique, c'était une période riche du monde musulman. Et je peux dire que malgré cette guerre de l'Amin al-Ma'noun qui a été dévastatrice pour Bagdad, l'État n'a pas souffert. D'ailleurs, n'a pas souffert, il y avait beaucoup d'argent. Parce que la guerre était juste à Bagdad. Elle n'a pas touché les provinces. Et les provinces, tous envoyaient de l'argent. Donc aucune province n'a arrêté l'envoi de l'argent. Donc c'est pour ça que l'État était très fort. Et les libertés étaient quasi reconnues. L'État, pendant cette période, n'est pas intervenu dans les cultes non musulmans. Donc elle n'a pas voulu régir ni le culte catholique, ni le culte non musulman dans les pays de l'islam. Tous les chrétiens étaient libres de leur église, de leurs écrits, tout ça, y compris aussi le culte juif. Et les autres cultes orthodoxes, tout le monde était libre. Sa seule, c'était qu'elle a voulu régir le culte musulman. C'est là où elle a voulu un peu intervenir. Elle est intervenue là. On va voir après, quand elle intervient autour de Qadr, vers les années 430 de l'Hégire, vers les 1050 et tout ça aussi, intervenir une deuxième fois dans le culte musulman. Donc c'est l'État, elle voulait plus régir le culte musulman que le culte non musulman. C'est pour ça, jusqu'à présent, dans ces pays-là, surtout en Irak et tout ça, tu trouves des religions, tu trouves des choses qui ont disparu à travers l'histoire. Mais tu trouves des gens qui restent toujours attachés, 20, 30 personnes attachées à tel ou tel culte qui n'existe plus depuis des siècles et des siècles. Donc ça, c'est un peu ce qui est la coutume de la région de Bagdad. Donc, et on assiste, comme je vous ai dit, économiquement, culturellement, à une forte... où les musulmans commencent à faire une forte marche de la traduction des connaissances dans le monde. Donc c'était un peu la traduction de la philosophie, la traduction de tout ce qui a été écrit avant, des écrits perses, des écrits helléniques, le grec, tout. On a commencé à vouloir absorber tout ce qui a été dit, tout ce qui a été écrit à travers l'histoire. C'était vraiment une période riche, malgré
Le seul point faible de cette période, c'est que les musulmans n'ont jamais pu faire un système politique. Et ça demeure toujours leur source de problème. C'est qu'on n'a jamais pu faire un système politique fiable qui maintiendra la stabilité de l'État le plus longtemps possible. Donc c'était toujours un calife qui donne un bon coup de fouet et tout ça, 20, 30 ans, il meurt, rebelote, il y a des problèmes et ainsi de suite. Et c'est l'un des points faibles. Jamais, même le fiqh, qui a aussi, on va le voir avec les écoles juridiques, il a vraiment, évolué, mais dans tous les domaines, hormis dans le domaine de la gérance des affaires de l'État. Donc, dans ce qu'on appelle le fiqh constitutionnel. Donc, le fiqh juridique constitutionnel, on peut dire qu'on ne le voit plus souvent, un ou deux vraiment juristes constitutionnels tels que le Mawardi, qui sont venus après ça, un peu enrichir ce problème de fiqh en essayant d'adopter la situation. Par contre, pendant cette période, c'était difficile vraiment de trouver quelqu'un, un juriste constitutionnel. Ça, c'est des choses qu'il faut essayer de voir. Donc, si quelqu'un vous dit qu'on a eu un juriste constitutionnel pendant cette période, vous dites que c'est faux. Le juriste constitutionnel qu'on a eu, c'était après cette période, pas pendant cette période. Wallahu a'lam. Donc, je vous donne pour les questions. Ça, c'était là. Inch'Allah, la prochaine séance, elle sera pour le fiqh shafi'ite. Aussi parce que cette période l'a vu, comme on a dit, elle a vu les Mu'tazila, l'installation des deux écoles juridiques, Hanafite et Malikite, et l'émergence de l'école shafi'ite, et en marge de cette école, les muhaddithoun, les transmetteurs des hadiths. On va essayer de voir l'école shafi'ite la prochaine, et puis on va revenir donc aux contemporains après.